Bonjour à toutes et à tous. C'est Mohamed Kourchi, professeur de langue et de littérature et chercheur en sciences humaines et sociales. Bienvenue dans cette série de vidéos qui essaye d'interroger le savoir en matière d'efficacité et qui prennent en charge à cet effet des disciplines et des thèmes aussi riches que variés en relation avec les sciences humaines et sociales en général et avec la rhétorique, l'argumentation et la communication en particulier. Dans le propos précédent, nous avons essayé de passer en revue quelques-unes des multiples sources et circonstances qui ont contribué à l'émergence de la rhétorique. Dans le propos qui suit, nous allons essayer de rappeler le labeur infatigable et la vertu admirable de quelques monuments littéraires et philosophiques, véritables orateurs et grands fondateurs de la rhétorique grecque classique. Alors, qui sont ces grands fondateurs dont l'abnégation résignée a fait beaucoup de bien à la civilisation grecque et à l'humanité entière? Dans ses enquêtes, Hérodote, celui qui fut considéré comme le père de l'histoire, précise que la rhétorique a sans doute existé dans la plus haute antiquité chez les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Égyptiens et les Perses. Et s'agissant de la Grèce antique, il rapporte que le légendaire Homère aurait enseigné la rhétorique vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais la rhétorique ne fut vraiment connue qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, et nombreux sont ceux qui l'ont utilisée, enrichie et amplifiée. Si la plupart d'entre eux sont méconnus, d'autres sont un peu mieux connus, comme Pythagore, Thalès, Empédocle, Parménide et Héraclite. Après cela, il y a eu l'avènement des sophistes. Ces derniers étaient à l'origine de la sophistique, un mouvement philosophique hétéroclite constitué de faux philosophes qui utilisaient leurs arguments pour séduire et manipuler les gens. Les plus célèbres d'entre eux sont Protagoras, Gorgias, Hippias, Prodicos, Antiphon et Thrasymachs. Comme nous l'avons souligné précédemment, les sophistes ont été sévèrement fustigés et méprisés à maintes reprises par Socrate et Platon. Qui est exactement Socrate? D'après Platon, Socrate, celui qui, selon Cicéron, fit descendre la philosophie du ciel sur la terre, est né à Athènes en 470 avant Jésus-Christ, est mort empoisonné dans sa ville natale en 399 avant Jésus-Christ, à l'âge de 70 ans, après avoir été injustement condamné à mort sous prétexte qu'il corrompait les jeunes. Son père était sculpteur et sa mère sage-femme. C'est pour cela qu'il se présentait lui-même comme l'accoucheur d'esprit, en comparaison avec sa mère qui accouchait les corps. Connais-toi toi-même était la fameuse maxime inscrite à l'entrée du temple d'Apollon à Delphes. Maxime que Socrate avait prise comme devise et qui résumait sa principale doctrine. Doctrine qui reposait sur la maïeutique et l'ironie socratique.
deux procédés nécessaires et suffisants pour atteindre son objectif principal, qui est celui de former les hommes et de leur apprendre à se connaître eux-mêmes en les éveillant à la réflexion et en leur enseignant la vertu, la justice, la sagesse et le bonheur. La maïeutique, premier procédé de sa méthode, consistait à accoucher les esprits de son époque par un jeu de questions-réponses. Et l'ironie, deuxième procédé de sa méthode, consistait à interroger ses interlocuteurs jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de leur ignorance. Ainsi, par son courage, son savoir et son savoir-faire, ses discours et ses sagesses, Socrate a su marquer son siècle et le siècle de Périclès. Socrate n'a rien écrit. Ce sont ses disciples Platon et Xénophon qui ont rapporté ses paroles et qui ont assuré sa relève. Le plus grand disciple de Socrate et son successeur fut sans conteste Platon. Platon est né à Athènes en 428 avant Jésus-Christ, dans une famille d'aristocrates. À 20 ans, il rencontre Socrate et devient son disciple. Après la mort de son maître, il quitte Athènes et ne revient que quelques années plus tard pour fonder son école, l'Académie, afin de valoriser la raison, les mathématiques et la science, objet de ses réflexions, et pour se différencier de son maître qui centrait ses réflexions sur la formation de l'homme. Il fit inscrire sur le fronton de son école que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Il meurt à Athènes en 347 avant Jésus-Christ à l'âge de 80 ans, après avoir appris et assimilé la philosophie de Socrate. Philosophie qu'il rédigea sous forme de dialogue dans une œuvre monumentale. Ses principaux dialogues socratiques sont Gorgias ou sur la rhétorique, Protagoras ou les sophistes, le Ménon, l'apologie de Socrate et la République. Platon est le premier philosophe qui adressa des attaques virulentes à la rhétorique. En effet, il la considérait comme étant, je cite, l'étude d'une technique à l'usage du vulgaire, impatient d'arriver rapidement à des conclusions, de se former une opinion sans s'être donné au préalable la peine d'une investigation sérieuse. Fin de citation. Ou comme le discours d'un ignorant parlant à un ignorant, c'est-à-dire l'utilisation exagérée de l'opinion. C'est pourquoi il proposa de la remplacer par le discours du vrai et de la science, c'est-à-dire par la raison et la dialectique. L'autre illustre disciple de Socrate fut Xénophon. Xénophon est né à Athènes vers 426 avant Jésus-Christ. Issu d'une famille d'aristocrates, il s'opposa farouchement aux démocrates athéniens qu'il compara à une foule de charpentiers, de cordonniers et de félons. Banni d'Athènes et disqualifié de la vie politique à cause de son alliance avec les Spartiates lors de la guerre contre Athènes et à cause de ses activités de mercenaire et d'homme de guerre auprès des Perses, il se retira de la vie politique et se consacra à l'écriture. Il meurt de vieillesse à Athènes vers 355 avant Jésus-Christ, après avoir rédigé plusieurs ouvrages dont l'Apologie de Socrate, l'Anabase, les Helléniques, les Mémorables, l'Économique et la Cyropédie, qui relatent l'enfance et l'éducation de Cyrus le Grand et qui s'opposent à l'idéal de gouvernement et aux idées que renferme la République de Platon. Quant à Démosthène, celui que Cicéron place au sommet des grands représentants de l'éloquence grecque,
Il est né à Athènes vers 384 avant Jésus-Christ. Il est surtout connu pour son éloquence et la qualité de ses discours. Un grand démocrate, il s'opposa farouchement à la suprématie et à l'hégémonie macédonienne. Il a légué plusieurs chefs-d'œuvre, parmi eux des harangues et des plaidoyers. Parmi ces harangues, on peut citer les Philippiques, où il démasqua énergiquement les envies démesurées de Philippe II de Macédoine, et parmi ses plaidoyers, le discours sur la couronne, qui est une réponse sincère aux attaques de ses adversaires. D'après la légende, il aurait surmonté ses tics et son bégaiement en s'exerçant nuit et jour, parfois dans la cave de sa maison et parfois au bord de la mer, à jouer ses discours à haute voix, la bouche remplie de cailloux et les ailes supportées par une glaive bien tranchante afin d'empêcher ses épaules incontrôlables de bouger démesurément. Comme Socrate, il sera condamné à mort par ses ennemis et empoisonné en 322 avant Jésus-Christ dans l'île de Calorie, au temple de Poséidon où il s'est réfugié. Avec sa mort va s'éteindre la démocratie athénienne et avec elle la rhétorique. Perte et décadence qui seront accentuées plus tard par l'occupation de la Grèce par Rome. Ce fut Aristote, disciple de Platon, qui, dans sa rhétorique, rendit ses lettres de noblesse à la rhétorique, la réhabilita et la réconcilia avec la dialectique de Platon. Pour lui, la rhétorique ne doit pas seulement chercher à plaire, mais plutôt à joindre l'utile à l'agréable et le geste à la parole. Aristote, celui que Dante désignait comme le maître de ceux qui savent, est né en 384 avant Jésus-Christ à Stagir, en Macédoine, dans une famille de médecins. Il fut l'élève de Platon pendant 20 ans. En 343 avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine le recrute comme précepteur de son fils, le futur Alexandre le Grand. En 335, il revient à Athènes pour fonder le lycée, sa propre école. En 322, il meurt à Eubée à l'âge de 62 ans. Ses principaux ouvrages poétiques et rhétoriques ont influencé le monde arabo-musulman à partir du IXe siècle et le monde occidental à partir du XVIe et XVIIe siècle et continuent d'être étudiés et commentés jusqu'à nos jours. L'ami d'Aristote, son disciple et son successeur immédiat à la direction du lycée, l'école qu'avait fondée en 355 avant Jésus-Christ à Athènes, fut Théophraste. Théophraste fut l'élève de Platon. Il est surtout connu par ses caractères, un titre qui a été repris, reproduit et largement imité au XVIe siècle par La Bruyère. Enfin, le dernier grec qui s'est intéressé à la rhétorique fut Denis d'Halicarnasse. Denis d'Halicarnasse était historien avant d'être rhéteur et critique littéraire. Il est contemporain de l'empereur Auguste. Ses principaux essais sur l'éloquence et la rhétorique sont traités de l'arrangement des mots et études sur les anciens orateurs. Après ce bref passage en revue des principaux fondateurs de la rhétorique grecque classique, il serait utile maintenant de nous pencher sur les maîtres de la rhétorique latine. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est ce que nous allons voir dans le prochain propos de cette série de vidéos consacrée au savoir et au savoir efficace, qui essaye de joindre la justesse de l'esprit à la tendresse du cœur. J'espère, comme disait ce grand penseur, qu'ils seront utiles à quelques-uns sans être nuisibles à personne. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.